bonjour à tous. On vous retrouve pour cet après-midi. Vous avez été accueillis par Marie Schuster, la directrice du CREIF ce matin. Merci beaucoup d'être présents avec nous pour cette journée de sensibilisation que l'on partage, qui est portée par la PHP. On se retrouve cet après-midi pour une deuxième, on va avoir deux séquences et une première séquence qui va être portée par Dr Hélène Vulser qui coordonne tout ce programme de sensibilisation avec une séquence sur le TSA chez l'adulte, puis le docteur Cora Cravero sur les troubles du comportement des personnes avec TSA et TDI, et on aura une petite pause, on se retrouvera juste après. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat en ligne, on les récupère et on essaiera d'y répondre après chaque séquence de présentation. Donc, merci beaucoup Eve de nous accueillir à la Maison de l'Autisme. On est vraiment très content de refaire cette troisième session. Vous m'entendez bien ? Super. Donc moi, je suis Hélène Vulser, je suis psychiatre d'adulte et responsable d'une unité qui s'appelle le Centre du neurodéveloppement adulte à la Pitié-Salpêtrière. Et du coup, je vais vous parler plus d'adultes. Alors au départ, on va commencer sur des choses très générales sur l'adulte. Et puis ensuite, vous verrez dans l'après-midi, il y aura des choses un petit peu plus spécifiques. Alors, du coup, je commence en général par une petite question. Et en fait, c'est une question que j'ai posée à des étudiants en médecine, en 4e année, qui viennent pour une unité d'enseignement que j'organise sur les troubles du neurodéveloppement chez l'adulte. Alors, je leur dis, voilà, vous êtes aux urgences et une personne adulte présentant un trouble du spectre de l'autisme arrive avec des troubles du comportement. Que faites-vous ? Et en fait, je pose en général cette question, c'est la question introductive pour les étudiants. Et il y a quelques années, ils étaient tout contents d'eux. Ils levaient la main en disant « moi je sais ». Et donc, ils disaient contention, sédation, hospitalisation sous contrainte. Alors moi, je me délitais sur place en me disant « oh là là, on va avoir du travail à faire ». Et je suis en fait assez contente parce que quand même, là, depuis l'année dernière, on a des changements de réponse où on va avoir des choses quand même bien plus adaptées avec, ils évoquent le fait de mettre la personne au calme, de rechercher si elle a une douleur, etc. Et donc, je suis quand même assez contente, les choses évoluent. Mais en tout cas, c'est toujours un point de départ parce que ça n'a pas évolué pour tout le monde et donc c'est important d'avancer là-dessus. Alors, je vais commencer ensuite avec un petit cas clinique, la situation de Idriss, 23 ans, qui a donc un syndrome ADNP, dans lequel il a un syndrome polymalformatif avec un TSA et trouble du développement intellectuel. Il est accueilli en IME en externat, il est adulte, mais il est toujours en IME. Il n'a pas de langage expressif, mais il comprend les consignes simples. Et en fait, il a comme antécédent une polypose nasale, une constipation sévère et des caries et abcès dentaires récidivants qui font partie de son syndrome malformatif. Et en fait, c'est un jeune que je vois parce qu'on m'alerte sur le fait qu'il a des troubles du comportement et qu'il y a des passages qui sont très fréquents aux urgences et qui finit à chaque fois hospitalisé en psychiatrie. Et donc, on me demande de le voir en urgence, en semi-urgence, parce que moi, du coup, je ne suis pas une unité d'urgence. Donc, j'ai donné un créneau à ce jeune. Moi, mes créneaux de, entre guillemets, urgence, c'est quand même 15 jours après. Donc, je le vois finalement dès que j'ai pu. Mais voilà, nous, on n'est pas une unité du tout d'urgence. D'habitude, on fait de l'évaluation. On a même plutôt plusieurs semaines d'attente. Et donc là, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je l'ai vu au bout de 15 jours. Et en fait, c'est un jeune, je le vois, il était très calme. Et je dis à ses parents, bah voilà, tout le monde avait l'air très inquiet, j'ai reçu plein de mails, d'appels, etc. Et en fait, il est très calme. Ils m'ont dit, bah oui, il a vu le dentiste hier. Et en fait, c'était un problème à nouveau d'abcès dentaire. Et du coup, il était beaucoup plus calme au moment où il a vu le dentiste. Alors, vous voyez qu'il a quand même beaucoup de traitements qui sont assez importants. Et donc, ce qu'on a fait pour Idriss, du coup, parce qu'il était là, il n'avait plus de troubles du comportement, l'idée, ça a été plutôt de faire un peu de la prévention de la récidive. Donc déjà, c'était un jeune qui était très en difficulté parce que, du coup, à la fin, ces jeunes adultes qui sont en IME, c'est pas forcément facile aussi pour eux, s'il y a beaucoup de stress. Donc, du coup, l'idée, ça a été d'accompagner, qu'il y ait une assistante sociale qui puisse un peu plus les aider sur l'orientation en structure adulte. De faire un bilan fonctionnel qu'il n'avait jamais vraiment eu, sur un bilan éducatif, avec du coup, pour mettre en place un accompagnement éducatif un peu plus adapté, un bilan en orthophonie pour mettre en place une communication alternative et notamment pour pouvoir exprimer la douleur. Et en fait, c'est un jeune du coup qui a régulièrement des problèmes ORL, dentaires ou digestifs, et du coup, en fait, les parents, ils savent très bien, ils disent quand il fait ça, c'est que c'est un problème de sinus, quand tu fais ça, c'est un problème de dents, quand il fait ça, c'est un problème au niveau
au niveau digestif. Et donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que les parents, ils l'amènent aux urgences en disant, les parents, ils savent ce qu'il a. Et en fait, aux urgences, ils disent, là, il a ci, il a ça. Par exemple, là, il a un problème digestif. Et là, on va lui donner des neuroleptiques qui vont encore plus le constiper, voire le mettre en subocclusion et qui va aggraver le problème. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse avoir des soins ORL et dentaires réguliers, adaptés, une surveillance du transit. Et puis, l'idée aussi de diminuer les neuroleptiques qui aggravent en fait son problème digestif. Et en fait, pour ce que j'ai pu faire de mieux finalement pour ce jeune, ça a été de faire un courrier pour les parents pour dire que quand il va aux urgences, plutôt que de l'envoyer directement voir le psychiatre, et du coup, il faudrait peut-être l'examiner pour voir s'il n'a pas une douleur. Et voilà. Et donc, du coup, éviter que directement la personne aille directement voir le psychiatre. Et ça, c'est vraiment malheureusement des choses qui arrivent assez souvent, qu'une personne autiste arrive aux urgences et d'emblée, on va voir le psychiatre qui ne sait pas forcément comment faire. Alors, on fait des formations évidemment aussi pour les psychiatres pour justement leur apprendre ça, mais vraiment de ce côté, penser au somatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de façon générale pour améliorer la situation ? Alors déjà, une question qui est quand même très importante, ça va être assurer un diagnostic pour tous. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont un TSA pour lesquelles le diagnostic n'est pas posé. Même adultes et encore plus à 40, 50 ans, les personnes autistes, ils ne sont pas forcément diagnostiqués. Alors, on leur parle de psychose infantile ou de choses comme ça, mais le diagnostic n'est pas formellement posé. Donc ça n'aide pas déjà. Ensuite, assurer une évaluation des diagnostics associés. Donc si la personne elle a d'autres troubles, par exemple un TDAH associé, c'est important de le savoir, ou si elle a un trouble bipolaire associé, etc. Assurer un bilan génétique autant que possible, puisque du coup, on en a parlé pas mal ce matin, mais s'il y a des particularités avec un syndrome génétique en particulier, il peut aussi derrière y avoir des prises en charge particulières. Et puis assurer un bilan fonctionnel, parce que ça va être important, par exemple, de connaître, mettons, le niveau de communication possible pour ensuite mettre en place une communication alternative qui soit adaptée aux capacités de la personne. Ensuite, assurer un accompagnement adapté sur les recommandations de la HAS, former les professionnels, superviser les professionnels et développer des accompagnements multidisciplinaires. Alors, je vais aborder ces 4 grands points. Alors déjà, assurer un diagnostic pour tous. Donc là, je vous ai remis la raison pour laquelle tout le monde s'y perd, c'est déjà une des raisons principales, c'est parce que les classifications, elles ont beaucoup changé. Vous voyez, par exemple, en 1952, on parle de réaction schizophrénique type infantile. Ça, c'est pour TSA, en fait. Ce qui est maintenant TSA, avant, ça s'appelait réaction schizophrénique type infantile. Et donc, ça a changé. Ça a changé au niveau national, avec donc les classifications... ça a changé au niveau international, pardon, avec des classifications comme le DSM ou la CIM, qui ont beaucoup évolué. Et puis en plus, en France, on avait aussi des classifications nationales qui avaient encore d'autres terminologies. Alors vous savez, on a pu parler de psychose infantile, de dysharmonie évolutive, etc. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu une étiquette comme ça, dysharmonie, psychose infantile ou trouble envahissant du développement, en fonction des différentes évolutions des classifications. Donc il y a eu cette évolution des classifications qui a pas aidé les choses. Et puis il y a eu aussi évidemment le manque de formation des professionnels qui... moi, j'ai passé mon internat de médecine en 2007 et je me rappelle qu'il y avait une page sur l'autisme et il y avait marqué optionnel. C'était pas obligé de l'apprendre cette page-là et donc elle n'était pas au programme. C'était pour information une page sur l'autisme. Donc les choses elles ont quand même beaucoup changé. On a maintenant dans les référentiels il y a l'autisme. L'autisme chez l'adulte ça fait que 1 ou 2 ans seulement qu'on a pu rajouter quelque chose sur l'autisme de l'adulte. Donc les choses changent mais doucement. Alors, donc, assurer un diagnostic. Donc, je rappelle juste, je ne vais pas redévelopper tout ce qui a été dit ce matin, mais juste pour que vous sachiez, les critères de diagnostic du TSA chez l'adulte sont les mêmes que chez l'enfant. Alors après, il peut y avoir des évolutions, comme on l'a dit ce matin, dans la présentation, mais il n'empêche que les critères restent strictement les mêmes. Et il faut bien sûr, que les signes soient présents depuis la petite enfance. Ça n'existe pas qu'on n'ait pas été autiste enfant et qu'ensuite on devienne autiste adulte. Alors, pareil, je ne vais pas redévelopper, mais juste pour vous redire, en fait, on utilise les mêmes modalités d'évaluation pour poser un diagnostic chez l'adulte. Donc, on va utiliser les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui nous disent une anamnèse depuis l'enfance, des observations directes, des observations rapportées par les professionnels, et on va utiliser beaucoup aussi l'ADOS et l'ADI, qui sont des outils qui sont recommandés pour ça et qui vont nous permettre de poser un diagnostic. On va aussi rechercher systématiquement tous les autres troubles du neurodéveloppement associés. Donc là, je vous ai remis l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, parce qu'en fait, les troubles du neurodéveloppement, ils sont très associés entre eux. Et donc, c'est notamment pas rare qu'on puisse avoir une personne TSA-TDI qui a également, par exemple, un TDAH. Et donc ça va être des choses qui vont être importantes à prendre en charge.
Et puis, il faut assurer des évaluations fonctionnelles. Donc, l'évaluation fonctionnelle, c'est vraiment comment fonctionne la personne. Et ce n'est pas le diagnostic qui va nous dire comment fonctionne la personne, c'est vraiment ces évaluations. Et ensuite, après, c'est pareil, ce n'est pas le diagnostic qui va nous donner l'accompagnement. L'accompagnement, il va être décidé en fonction de ce qu'on va pouvoir évaluer dans les évaluations fonctionnelles. Donc là, par exemple, je vous ai mis quelques petites photos. On voit, par exemple, ce dont on a parlé ce matin, l'évaluation au niveau sensoriel. Et en fait, chaque personne autiste peut avoir... Alors, il y en a qui n'ont pas de particularité sensorielle, ça ne fait pas partie des critères obligatoires. Et ensuite, chacun va avoir pour ceux qui en ont, chacun va avoir des particularités qui sont propres à chaque personne. Et donc ça, c'est important de pouvoir les évaluer parce qu'on va pouvoir agir dessus, agir soit en aidant la personne à avoir un environnement sensoriel qui est apaisant pour elle et justement en enlevant ce qui est irritant pour elle. On va faire des choses comme par exemple le Comvor aussi qui va permettre d'évaluer les capacités de communication. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement chez les adultes. Et vraiment, je peux que constater qu'il y a quand même énormément d'adultes qui... Alors, on dit qu'ils sont autistes, mais ça, c'est même souvent d'ailleurs les parents qui vont le dire. Mais du coup, quand on regarde leur dossier, il y a marqué psychose infantile, troubles envahissants du développement, dysharmonie, etc. Il n'y a jamais vraiment de diagnostic posé et en général, il n'y a pas eu d'évaluation fonctionnelle. Et en fait, il se trouve que parfois, on va utiliser des pictogrammes pour des personnes qui ne sont pas en capacité de les utiliser, etc. Et donc, c'est vraiment très important de faire ces évaluations fonctionnelles. Franchement, je trouve quand même que ça serait bien que tous les adultes qui n'ont pas eu dans l'enfance, puisqu'ils n'ont pas eu dans l'enfance, puissent avoir ces évaluations diagnostiques et fonctionnelles. C'est un enjeu majeur. Après, il y a énormément de monde, mais ça touche beaucoup de monde, mais c'est vraiment important au maximum de pouvoir le faire. Faire une évaluation des troubles associés aussi. Donc, je vous ai dit les troubles du neurodéveloppement, mais aussi les troubles mentaux, puisqu'en fait, on sait que 70% des adultes avec un TSA présentent un trouble mental associé, ce qui est très supérieur à la population générale. Pour les explications, c'est à la fois qu'il y a des facteurs qui sont génétiques communs entre le TSA et les troubles psychiatriques. Il y a des facteurs environnementaux qui sont les stress vécus par ces personnes-là, et puis, on va dire, les interactions entre les gènes et l'environnement. Donc, par exemple, dans les choses les plus fréquentes, de l'anxiété, c'est vraiment, ça touche une personne sur deux. Le TOC aussi, trouble obsessionnel compulsif, les troubles de l'humeur, les troubles bipolaires. Par exemple, on ne pense pas assez aux troubles bipolaires chez les personnes autistes, alors que ça peut être vraiment un facteur de décompensation. Les troubles du spectre de la schizophrénie, pareil, c'est des choses qui peuvent tout à fait être associées, voire qui sont bien plus associées par rapport à la population générale. Et puis, du coup, chez les personnes autistes, il y a aussi, comme vous savez, et comme on a déjà dit, mais c'est important de le rappeler, beaucoup plus de troubles médicaux non psychiatriques, épilepsie, troubles gastro-intestinaux, etc. Et beaucoup, on en a parlé aussi ce matin, de troubles du sommeil. Et donc tout ça, c'est un ensemble de troubles associés qu'il faut bien sûr au maximum avoir évalué et pris en considération. Et puis ensuite, assurer un accompagnement adapté pour tous, dans l'idéal. Ça, c'est vraiment les recommandations de la HAS qui sont un peu synthétisées sur une seule diapo. Donc, c'est très résumé. Mais l'idée, c'est vraiment un accompagnement à la fois social, de la communication, sensorimoteur, éducatif, psychologique, accompagnement quand c'est possible à la formation à l'emploi, aide aux proches et aidants, accompagnement associatif et bien sûr médical. Au niveau donc, médical, c'est important de s'assurer de l'existence d'un médecin traitant, parce que ça c'est pareil, c'est tout bête, mais dans les consultations, je vais demander par exemple si les vaccinations sont à jour, des choses comme ça, parce que chez l'enfant, Anna en a parlé ce matin, mais chez l'adulte, c'est pareil, il peut y avoir des petits défauts là-dessus. Au niveau des suivis aussi dentaires, gynéco, ça va être ophtalmo aussi, c'est important de s'assurer d'un bon suivi, et encore plus quand il y a des troubles qui sont associés. L'idée, c'est de pouvoir préparer au maximum, quand il y a un adulte qui est autiste et qui consulte, préparer au maximum les consultations, les interventions, les hospitalisations. Donc, il faut expliquer à la personne adulte clairement les objectifs de la consultation ou de l'hospitalisation de jour, combien de temps ça va durer, pourquoi on le fait. Il faut utiliser, on en a aussi déjà parlé, mais comme ça vous synthétise bien ce qu'on fait chez l'adulte aussi, des supports visuels, une visite des lieux quand c'est possible, ou sinon, là, on est en train de travailler à la Pitié avec les anesthésistes sur le fait de faire une vidéo et du coup que la personne puisse voir un parcours, comment ça se passe quand on vient pour une chirurgie. Et donc du coup, l'idée c'est qu'on est en train de travailler sur une vidéo pour que la personne elle puisse voir avant l'endroit où je vais aller, la salle où je serai avant, on va m'installer dans telle pièce, et elle va devoir dire avant ça les étapes pour pouvoir bien visualiser les choses quand c'est pas possible de faire une visite, parce qu'effectivement les visites à blanc c'est bien, mais c'est pas toujours faisable vu les contraintes
plainte hospitalière. Donc les vidéos, c'est des choses qui sont bien, ou à minima des photos sur des livrets d'accueil avec des photos, ça c'est vraiment quelque chose qui sont des choses qui sont bien pour préparer les personnes. Des photos aussi, donc du matériel, des pièces, des professionnels, etc. Informer le professionnel de la présence d'un TSA chez l'adulte. Alors ça, par exemple, c'est les collègues qui connaissent pas du tout le TSA, ils vont pouvoir dire, moi, si je sais pas que la personne est autiste, parfois ça peut être très compliqué. Moi, ça m'est vraiment déjà arrivé que de recevoir en consultation quelqu'un qui est en établissement médico-social et on me l'envoie dans l'ambulance. Et là, il arrive avec les ambulanciers qui n'ont aucune idée de rien. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Je me rappelle même d'un monsieur on m'avait donné un petit sachet avec ses traitements si besoin, parce que, enfin, même pas si besoin, c'est le traitement du matin, en me disant que c'était à moi de lui donner, puisqu'en fait, il était parti avant l'heure où il fallait le donner. Et j'avais juste un sachet et aucune explication sur rien. Et ça, c'est vraiment... Alors après, moi, plus l'habitude, etc. Mais quand c'est une consultation d'orthopédie, etc., et qu'il n'y a pas d'accompagnant, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est important de bien expliquer, de bien préparer la consultation. Donc une fiche de liaison, un accompagnement de la personne, comme je disais, utiliser, on l'a dit ce matin, mais encore une fois, les outils de communication. Et puis c'est important d'essayer de travailler sur l'environnement pour avoir un environnement qui est adapté. En tout cas, ça veut dire se poser la question. C'est-à-dire que quand on est en consultation avec une personne autiste, nous par exemple, on a beaucoup un endroit qu'on utilise, voilà, notre hôpital de jour, en fait, il est à côté du passage des petites voitures qui transportent le linge. Et en fait, ça peut faire beaucoup de bruit. Et donc, typiquement, on va fermer la fenêtre. Éventuellement, on va changer de pièce quand on voit que c'est trop difficile pour la personne autiste de se concentrer et qu'à chaque fois, il est très envahi par ces bruits qui passent. Donc, faut y être attentif à ça. Il faut éviter les portes qui claquent, les choses comme ça. C'est vraiment des choses qui peuvent les mettre en grand stress. Et donc, on peut utiliser pour ça Santé BD qui sera présenté tout à l'heure. Puis du coup, j'en profite pour présenter donc la plaquette éditée par la PHP et le CRAIF sur votre prochain patient est autiste, et donc pour vraiment aider les professionnels pour accompagner une consultation avec une personne autiste. Et il y a également donc le GNCRA qui a proposé également une plaquette accueillir une personne autiste dans un service de soins. Donc ça, je vous ai mis toutes les ressources qui sont disponibles en ligne. L'idée, c'est que si possible, il faut orienter les adultes autistes vers des interlocuteurs privilégiés qui sont sensibilisés au TSA ou sur des dispositifs comme HandiConsult que vous présentera tout à l'heure Perrine Charles, avec des protocoles qui sont adaptés, un interlocuteur désigné, des consultations conjointes qu'on essaye au maximum de faire. Et là, c'est vraiment l'objectif qu'on a. Donc, on est en train de créer ce projet de plateforme dont a parlé Hélène de Faverge ce matin, je la remercie, et dont a parlé Étienne Pau dans sa vidéo. Donc, à la Pitié, on est en train de développer ce projet de plateforme avec dans l'idée, en fait, que effectivement, Hélène disait, voilà, j'ai vu une patiente et elle est venue, j'arrivais même pas, pour vous dire, sur la page de mon ordinateur, sur l'écran de mon ordinateur, je n'arrivais pas à visualiser toutes ces venues dans l'année. Tellement il y en avait eu. Et donc elle était allée aux urgences, elle était allée voir plein de spécialistes du même hôpital à la Pitié, et en fait rien n'était coordonné. Et donc du coup il y avait notamment, par exemple, elle avait eu une biopsie mammaire et personne ne lui a donné les résultats. Et donc en fait c'est des gens qui sont vus et revus, mais en fait il peut y avoir des inquiétudes et ensuite c'est pas suivi, c'est pas très coordonné. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'on va faire une consultation multidisciplinaire avec des neurologues pour notamment l'épilepsie, avec psychiatres, éducateurs, neuropsychologues, et ensuite avec médecin généraliste pour une évaluation globale, dans l'idée que, en fait, au lieu que les personnes elles reviennent à chaque fois pour plein de consultations, les choses soient coordonnées. Et donc, par exemple, si l'idée générale, et on espère qu'on aboutira à ça, si la personne elle doit être vue également, par exemple, par l'orthopédiste, parce que, mettons, elle a une scoliose, c'est des choses qui arrivent quand même assez régulièrement, du coup, que l'orthopédiste il puisse consulter avec nous plutôt que faire sa consultation dans son coin et qui n'est pas forcément adapté. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un lieu adapté pour co-consulter et que vraiment la personne, elle se déplace moins, parce qu'en fait, c'est un vrai sujet aussi, parce que ça fait beaucoup d'allers-retours, et en fait, pour les parents, ça peut être vraiment des choses qui sont très difficiles, parce que pour eux, ça veut dire prendre leur journée, parfois aller assez loin pour chercher leur jeune adulte ou moins jeune adulte qui est en établissement, l'accompagner, il y a parfois des embouteillages, etc. Et donc ça peut être très lourd de venir tout ça pour une demi-heure de consultation, pour revenir un mois après ou 2 mois après.
Moi, j'ai régulièrement des parents qui vont m'écrire un mail en disant on doit vous voir, est-ce que vous voulez bien que ça soit soit tel jour parce qu'on voit le neurologue, soit tel jour parce qu'on vient en consultation dentaire, soit tel jour parce que c'est l'orthopédiste, etc. Et donc, du coup, ils me laissent le choix. Alors, on arrive à trouver des créneaux dans lesquels ils attendent pas trop entre deux, mais c'est vrai que si on peut coordonner les choses, ça sera quand même mieux. Donc, c'est vraiment l'objectif de notre projet. L'idée, c'est aussi évidemment qu'il y ait des temps d'attente réduits, des temps d'intervention augmentés, des aménagements spécifiques. Et par exemple, c'est ce qui est fait là, donc à la Pitié, au bloc dentaire, où du coup, il y a des plages spécifiques pour les personnes TSA avec TDI. Et donc, du coup, ils viennent sur un temps particulier. Ils ont un box qui leur est dédié. Et donc, du coup, on est en train de travailler. En plus, ils ont déjà fait beaucoup de choses de leur côté. On est en train de travailler avec eux pour encore améliorer les choses. Mettre en place des actions de prévention, ça c'est vraiment des choses importantes aussi. Adapter l'environnement, donc ça c'est vraiment plutôt en établissement pour que l'accompagnement se fasse bien. Prévoir des temps de retrait, des lieux de retrait, des temps d'activité physique, de relaxation ou des interventions sensorielles. Apprendre à l'adulte autiste à éviter les situations anxiogènes ou d'inconfort. Structurer les temps sans activité et repérer la douleur. Ça c'est des choses qu'on peut faire du coup pour éviter qu'il y ait des troubles du comportement. Donc, en cas de trouble du comportement, je vous disais au début, là, les étudiants en médecine, ils ont quelqu'un qui arrive, qui est aux urgences, qui a des troubles du comportement, et donc ils pensent immédiatement au dernier, la plus ou moins consultation psychiatrique, et ils pensent déjà à ce plus ou moins. Alors qu'en fait, il faut surtout qu'on pense au bon ordre, c'est-à-dire d'abord faire une évaluation fonctionnelle, ensuite une évaluation de la douleur. On peut donner 1 gramme de paracétamol, notamment pour voir si ça peut améliorer les choses, et ensuite, en dernier lieu, on pensera à quelque chose de psychiatrique, mais c'est vraiment en dernier lieu. Et or, en France, pour l'instant, c'est très souvent, on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a un trouble du comportement et on se dit d'emblée, on va aller au neuroleptique, à l'hospitalisation psychiatrique, qui va créer elle-même des difficultés pour la personne, puisque en fait, les personnes autistes, ils sont en difficulté avec le changement, et là, tout d'un coup, vous les mettez dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas, etc. Vous leur mettez des neuroleptiques, ils ont souvent des difficultés au niveau gastro-intestinal, et donc ça vient majorer ces difficultés-là. Et donc, du coup, on vient souvent en fait aggraver les choses. Donc, il vaut mieux commencer par le commencement et donc avec une évaluation fonctionnelle. Donc pour ça, il y a des grilles qui sont adaptées et donc on peut utiliser donc ces grilles. Je vous ai mis quelques outils donc pour voir un petit peu quand est-ce que surviennent les troubles du comportement et qu'est-ce qui peut avoir déclenché ces troubles du comportement. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment dans les établissements, donc des petits troubles du comportement qui reviennent un peu régulièrement, mais c'est important de savoir quelle est la cause parce qu'ensuite, du coup, s'il y a des petits troubles du comportement et ensuite avec un autre facteur qui va majorer ces troubles, etc., on peut arriver, ensuite il y a une douleur par-dessus, etc., on peut arriver à des choses qui sont plus sévères et plus installées, plus stables dans le temps. Donc c'est important que pour tous les petits troubles du comportement, on puisse essayer de définir la cause. Je vous donnerai un exemple tout bête, mais en ce moment il fait chaud, on peut avoir soif. Et puis nous, moi, si je veux boire, j'ai de l'eau, je la prends et je bois. Mais sauf que du coup, si on est un adulte en établissement et qu'on a soif, on n'a pas forcément accès à l'eau. Et si on ne sait pas exprimer qu'on a soif, ça peut être très compliqué et on peut vraiment se sentir très mal. Je ne sais pas si vous avez vécu, normalement vous avez vécu déjà cette expérience d'avoir soif, c'est horrible en fait. On ne tient pas très longtemps d'avoir vraiment très soif, on est vraiment très mal. Et donc moi je comprends très bien que quand on est très soif et qu'on ne puisse pas avoir accès à l'eau et pas la demander, il y a un moment donné où on a un trouble du comportement parce que ça va plus, quoi. Et donc du coup ça c'est vraiment important de pouvoir regarder si c'est ponctuellement une fois la personne elle avait soif, qu'est-ce qu'elle a, elle a aucune raison d'aller en psychiatrie, vous voyez, il y a voilà. Et donc du coup même si c'est un gros trouble du comportement, après ce qui va être assez embêtant souvent c'est que s'il y a eu un trouble du comportement qui a engendré par exemple un coup sur un accompagnant, par exemple un éducateur qui a le nez cassé, des choses comme ça, c'est des choses qui arrivent et du coup ça vient engendrer aussi un certain stress dans l'établissement qui fait qu'on va du coup aux urgences et qui fait que du coup on va se dire tiens il va y avoir une hospitalisation, mais en fait finalement même si il faut légitimer bien sûr, c'est terrible pour l'accompagnant qui s'est pris un coup, mais il n'empêche que dans pas mal de situations finalement on est sur des choses qui s'expliquent en fait par un problème fonctionnel. Et donc en fait il y a plein de choses, donc soif normalement on espère que ça arrive pas trop souvent, mais ensuite il y a plein de petites choses qui vont pouvoir arriver et de façon régulière. Par exemple si on fait faire, si la personne s'ennuie trop et que du coup elle peut manifester des troubles du comportement en cas d'ennui, et du coup si ça se répète et qu'on n'y apporte pas de changement, du coup on va avoir des troubles du comportement qui vont se poursuivre.
Important aussi d'évaluer la douleur. Il y a des grilles qui existent de façon spécifique et donc penser effectivement toujours à la douleur. Par exemple, les personnes autistes, ils peuvent très bien avoir une migraine. Voilà, évidemment qu'ils peuvent avoir des migraines, ils peuvent avoir donc des caries, même ils en ont souvent. Et donc du coup, c'est vraiment très important de se dire que les personnes autistes ne vont pas pouvoir, encore une fois, exprimer leur douleur et il faut toujours y penser en cas de trouble du comportement. Et puis, donc, du coup, je reviens à ma diapo initiale. Donc, on a évalué l'évaluation fonctionnelle, on a évalué le fonctionnement, on a évalué s'il y avait une douleur. Et donc là, si vraiment il n'y a pas de ces choses-là, et surtout si les choses, elles durent dans le temps, et bien là, il faut penser à la psychiatrie. Mais en fait, il n'y a aucune raison. Moi, souvent, on m'a sollicité justement pour une évaluation psychiatrique, pour des troubles du comportement qui sont extrêmement récents. Et en fait, il n'y a pas de raison. On ne se met pas à devenir bipolaire ou avoir une schizophrénie ou un trouble dépressif en 2 jours. En fait, si c'est depuis 2 jours, c'est a priori que c'est quelque chose qui est dans plutôt soit un problème fonctionnel, soit un problème de douleur, en fait. Et donc après, dans les troubles psychiatriques, donc on va évaluer, c'est pas forcément évident d'évaluer les troubles psychiatriques, mais on va évaluer les choses, et notamment, par exemple, pour un épisode dépressif caractérisé, il faut que les choses, elles durent au minimum depuis 2 semaines. Et donc ça, il faut pouvoir y penser aux troubles psychiatriques quand les choses, elles vont durer quelques semaines, et effectivement, il faut y penser. Alors, quand on est face à un trouble psychiatrique, là, du coup, l'idée, ça va être qu'on va pouvoir effectivement traiter, mais on traite comment ? On n'est pas à traiter pour sédater, on traite pour essayer de réguler le trouble du comportement. Et donc, en fait, ce que nous disent les recommandations, c'est traitement de tout trouble mental coexistant sur la base des directives existantes, c'est-à-dire que si il y a une suspicion de dépression, et ben, par exemple, on va pouvoir proposer un antidépresseur comme on le ferait pour n'importe quelle personne. Et ça, on n'y pense vraiment pas assez aux antidépresseurs. Moi, je constate vraiment que quand les personnes autistes elles sont hospitalisées en psychiatrie, il y a beaucoup de prescriptions de neuroleptiques, avec trop de neuroleptiques, et souvent ils sortent sous neuroleptiques, alors qu'en fait, moi, je les encourage toujours à essayer de mettre un ISRS, donc un traitement antidépresseur, parce que du coup, il y a quand même souvent, donc l'ISRS va jouer sur à la fois la dépression et aussi les troubles anxieux, et donc va très souvent bien marcher chez les personnes autistes. Alors, quand on doit utiliser un psychotrope, bien sûr, on va l'exclure, hein, il faut pouvoir utiliser des psychotropes. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment le faire quand il n'y a pas de réponse aux interventions comportementales et somatiques. Je vous disais, c'est pas parce qu'il y a un trouble du comportement depuis 2 jours, parce que, par exemple, la personne a soif, a chaud, etc., qu'on va le mettre sous risperdal, qu'il faut envisager donc, avec des traitements qui ont l'AMM, après prise en compte toujours de la balance bénéfice-risque. Et je vous disais, par exemple, les neuroleptiques, ça aggrave les problèmes digestifs. Il faut respecter les conditions d'utilisation, avoir le plus faible dosage possible, éviter la polymédication, et on voit que souvent ça, c'est pas trop le cas. Penser évidemment aux interactions, parce que du coup, souvent, comme il y en a plein, il y a des interactions qui se font. Surveiller tout ce qui va être la tolérance. Ça sert à rien de garder un médicament qui est mal toléré. Et il faut même, non seulement ça sert à rien, mais c'est très délétère. En fait, on va venir aggraver les troubles. Et donc, du coup, on vérifie sans cesse quand on met un traitement. En fait, souvent, il y a des millefeuilles de traitement parce qu'en fait, on va en mettre un et puis après, on se dit « Oh là là, on va pas y toucher », même si on a l'impression que c'est pas efficace parce que si jamais on l'enlève, et ben, du coup, on a peur que ça réactive des troubles du comportement. Donc, en fait, on vient en mettre un autre et un autre et un autre et un autre et un autre. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? On a trop de médicaments et en plus, ils interagissent entre eux et du coup, ils créent des effets secondaires et la personne ne peut pas forcément exprimer les effets secondaires qu'elle ressent. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Des troubles du comportement encore, et donc on en rajoute, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment important que chaque médicament qu'on met en place, on évalue en permanence l'efficacité et la tolérance, et que si c'est pas efficace ou si c'est mal toléré, eh bien, on arrête. Donc je disais aussi, pour faire avancer les choses, c'est important de former et superviser les professionnels. Il y a plein de choses qui se font sur le territoire régional et national. Je vous ai mis pas mal de petits exemples. Il y a par exemple le module UNES qui est en ligne. Il y a tout ce qui est ex-mesure 37 qui est maintenant mesure 12, donc dans lequel on forme les professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux au repérage du TSA et à l'accompagnement du TSA. Et puis il y a plein de choses qui se développent. J'ai mis en place un séminaire pour les internes sur la question des TND. Il y a l'IFLAP que développe le CRAIF, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui se développent et tant mieux. Mais ça prendra du temps, le temps de former tous les professionnels.
Je voulais dire un petit mot aussi du projet START à la demande de Muriel Power qui effectivement fait un énorme travail sur ce projet, qui est un grand travail effectivement pour pouvoir former les professionnels. Donc c'est une diapo qu'elle m'a fournie. Et donc le projet START vise, donc c'est un dispositif de formation sur 5 jours qui vise à décloisonner les savoirs dans le champ des TND, améliorer les pratiques professionnelles, de l'accompagnement et du soin, et impulser des nouveaux modes de coopération sanitaire et médico-sociale en territoire, avec donc 8 modules conçus en transdisciplinarité. Et donc voilà, vous avez aussi le mail de Muriel, et je trouvais important de mettre en avant ce très bon programme START. Donc pour finir, l'idée c'est vraiment, donc, comme je vous disais, de développer les accompagnements multidisciplinaires avec du coup ce projet qu'on a. Donc là c'est notre projet de plateforme Handi-TND, dans l'idée de travailler sur à la fois la transition, c'est vraiment quelque chose dont on parle insuffisamment. Donc c'est vraiment des adolescents qui arrivent à l'âge adulte, qui ont souvent été très bien accompagnés en pédiatrie, pédopsychiatrie, etc. Puis ensuite ils arrivent à l'âge adulte et puis là c'est le bazar, il faut aller ces différentes consultations, voir il n'y a pas de coordination, et voir il n'y a même plus de consultation, ça va s'arrêter. Et donc ça, c'est important de travailler sur la transition ado-adulte. Du coup, sur notre projet, il vise aussi à travailler sur tout ce qui est la liaison, c'est-à-dire les gens qui sont hospitalisés dans l'hôpital et qui n'ont pas forcément un bon accompagnement pendant leur hospitalisation. J'ai un souvenir, avant de faire du TND, j'étais en psychiatrie de liaison à Pompidou, et je me rappelle d'une femme autiste qui était là pour une fibroscopie. Et en fait, à chaque fois, ça n'allait pas, et donc du coup, elle avait des troubles du comportement quand on devait lui faire sa fibro, et en fait à chaque fois elle la faisait pas parce qu'il y avait trop de troubles du comportement, et donc du coup elle restait en hospitalisation d'autant plus longtemps, parce qu'à chaque fois on disait il va falloir reprogrammer, etc. Ça n'en finissait pas. Et en fait on a fini par dire qu'on a demandé à ce qu'il y ait une accompagnante qu'elle connaît bien, que du coup elle avait une peluche qui était très importante pour elle, qu'elle avait même pas en hospitalisation, et du coup en travaillant les choses correctement comme ça, on a pu mettre en place le fait qu'il puisse y avoir sa fibro, mais typiquement on est dans ce genre de situation qui est un petit peu compliqué, et notamment dans ce genre de situation, on a tendance à avoir des gens en hospitalisation complète, et alors que même que ça serait quand même mieux qu'ils soient en hôpital de jour. Aux urgences aussi, donc je vous disais, c'est pas forcément facile aux urgences. Après, le travail des urgences est complexe, avec vraiment une activité intense, et donc c'est pas forcément facile, mais justement c'est important de pouvoir soutenir les urgences sur ces modalités d'accompagnement, sur les hôpitaux, la ville, les établissements médico-sociaux. Donc là l'idée c'est qu'on puisse accueillir les personnes pour justement coordonner un peu plus leur parcours et proposer une évaluation donc multidisciplinaire, et éventuellement pour les personnes qui ont des syndromes polymorphes malformatifs, par exemple pouvoir proposer des réévaluations annuelles ou tous les 2 ans en coopération multidisciplinaire. Voilà. Puis l'idée c'est aussi que dans ce projet de plateforme, on puisse accueillir des internes pour ensuite, du coup, qu'il y ait des nouvelles personnes qui puissent être formées et travailler un petit peu sur les aspects de recherche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est ma super équipe du CNA à la Pitié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions qu'on a eues à distance, et puis éventuellement après prendre des questions de la salle si vous en avez. Alors, on a une première question autour de la prévalence. Alors, quelle est la prévalence d'un TSA un peu dit simple versus des personnes avec un TSA et un TDAH? Et la même question, quelle est la prévalence d'un TSA avec une déficience intellectuelle versus les personnes qui ont un TSA sans déficience intellectuelle? Ok. Alors, le TSA, donc il y a pas mal de données de prévalence qui ont beaucoup évolué, donc ça avait pas mal augmenté les données de prévalence. Là, les dernières méta-analyses, donc les grandes données de recherche, montrent qu'en fait, on ne serait pas si élevé. On était passé à 1,5 à 2% de la population générale, et on revient vers des plutôt 1%. Manifestement, il y a eu aussi, notamment aux États-Unis, où en fait le TSA donnait accès au fait d'avoir des droits, comme l'équivalent de notre MDPH par exemple, et du coup il y a eu un petit peu, on pense, de surdiagnostic pour des gens qui en fait avaient d'autres troubles du neurodéveloppement. Et c'est aussi un peu ce qui se passe en France, et je trouve ça très bien. Moi je vois en consultation des gens qui ont reçu un diagnostic de TSA, et quand on les évalue, en tout cas moi personnellement, je
ne vois pas de diagnostic de TSA, mais un TDAH, et que pour le coup, quand on accompagne le TDAH avec éventuellement un traitement médicamenteux, de l'éducation thérapeutique, etc., on peut améliorer les choses. Et donc, c'est important aussi de bien penser que il y a trop souvent une confusion entre TSA, et que ça serait le spectre, et qu'en fait, trouble du neurodéveloppement, ça serait le spectre élargi de l'autisme. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, et je trouve que c'est important de pouvoir bien diagnostiquer les différents troubles du neurodéveloppement qui sont pas forcément pareils. C'est assez difficile, hein, c'est le travail qu'on fait dans l'équipe, hein, de diagnostiquer en fait, chez un adulte, parce que du fait des parcours de vie, en fait, on va avoir des adultes, par exemple, si vous avez un TDAH et que vous développez ensuite une phobie sociale, finalement, quand vous êtes à l'âge adulte, ça va ressembler beaucoup à un TSA. Et donc, quand il n'y a pas eu le diagnostic, c'est pas forcément facile de faire la part des choses entre est-ce que c'est ou encore plus, par exemple, s'il y a un trouble du langage associé. Là, TDAH, trouble du langage et phobie sociale, on va être sur vraiment des présentations cliniques qui vont être très proches du TSA. Donc, c'est important de bien poser le diagnostic. En termes de prévalence, donc le TND, et moi je montre ça, les petites bulles que je vous ai mis, moi je le montre en consultation à mes patients avec les chiffres de prévalence. TSA, c'est 1% de la population. Trouble du neurodéveloppement, c'est 1 personne sur 6. Donc on n'est pas du tout sur la même chose. Et donc du coup, c'est important de pas... Alors, c'est important de bien repérer le TSA, et notamment chez les personnes avec un TDI. Pour vous donner un petit exemple, dans mon unité, on reçoit majoritairement des demandes de TSA, des demandes d'évaluation de TSA chez les personnes qui n'ont pas de trouble du développement intellectuel. Et en fait, du coup, chez ces personnes-là, on a très peu de personnes qui ont réellement un TSA. Par contre, quand on reçoit des bilans de TSA, des demandes de bilan de TSA pour des gens qui ont un TDI associé, là, du coup, on a un TSA on retrouve un TSA dans 70-80% des cas, alors qu'on est plutôt à 10-15% chez les personnes sans trouble du développement intellectuel. Donc, c'est important d'y penser chez les personnes avec TDI, mais chez les personnes sans TDI, il faut aussi beaucoup penser aux autres troubles du neurodéveloppement, parce ça va être assez souvent, en fait, finalement, d'autres troubles du neurodéveloppement. Et donc, juste pour l'association, pardon, je finis sur la dernière question. Association TSA-TDI, on dit classiquement qu'un TDI est associé au TSA dans 30% des cas. Merci beaucoup pour ces précisions. Une question qui rejoint un peu dans les dernières slides que tu présentais un peu autour du parcours, de la coordination, de la multiplicité des acteurs. Est-ce que alors le constat est que certains pédopsychiatres ou libéraux ou CMP, donc professionnels de seconde ligne ou professionnels médico-sociaux, ne peuvent pas ou ne posent pas systématiquement le diagnostic. Est-ce qu'ils peuvent orienter vers des centres ou des consultations spécifiques quand le besoin s'en fait sentir ? Merci pour cette très bonne question. Alors, en fait, il y a plein de choses qui sont faites dans la France entière. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait, nous, en Ile-de-France, mais il y a en fonction de votre région, il y a toujours... il faut se rapprocher du CRA pour voir comment c'est organisé, mais en tout cas, dans toutes les régions, c'est organisé. Nous, du coup, on est organisé en Ile-de-France avec à la fois, donc, il y a la mesure 12, qui est la mesure de repérage des adultes. Et dans ce cas-là, en fait, on va dans les établissements sanitaires et médico-sociaux pour proposer des formations, et ensuite, du coup, pour aller se déplacer. On a une équipe mobile, donc on va se déplacer, ou sinon on va faire aussi de la visio avec les professionnels pour pouvoir les accompagner pour le diagnostic. Donc en fait, les professionnels qui ont été formés, ils repèrent et ensuite ils nous sollicitent et nous on pose le diagnostic avec eux. Et sinon, après, quand c'est des personnes qui sont suivies en libéral ou en CMP, et ben là encore, on a des formations qui sont prévues, qui sont gratuites, que je donne régulièrement à Picpus, là, qui est notre centre de formation de la PHP. Donc les professionnels, ils s'inscrivent gratuitement aux formations. Et ensuite, après, pour tous les professionnels qui sont venus en formation, ils les mettent dans un réseau d'intervision. Donc c'est de la IRCP, comme on dit maintenant. Et donc, du coup, ils peuvent se connecter, donc sans inscription préalable, ils se connectent pour présenter leur situation et donc pour nous demander Donc, je fais ça avec des collègues de l'unité en pluridisciplinarité. Et donc, du coup, on va donner des avis sur le diagnostic. Et en fait, par exemple, hier, j'avais une séance d'intervision et on m'a parlé d'une situation qui me semble assez problématique et pour laquelle je pense que je vais la voir rapidement. Donc là, on lui a déjà prévu sa consultation début septembre avec moi pour que je puisse lui poser le diagnostic parce qu'effectivement, le psychiatre, il a fait tout ce qu'il a pu, il m'a présenté et clairement, il y a des signes qui sont assez en faveur. Et donc, moi, je viens aider les professionnels. C'est nous qui, en général, en tout cas en Ile-de-France, on pose le diagnostic parce qu'après, derrière, il y a aussi tout ce qui va être évaluation fonctionnelle qu'il va falloir mettre en place et ensuite, tout ce qui va être accompagnement. Et donc, ça va être important, je trouve, que la personne ait pu avoir un bilan selon les recommandations de bonne pratique, quoi.
Merci beaucoup. Peut-être pour effectivement compléter ce qui a été dit, dans chaque région, en fait, vous avez au moins un centre de ressources autisme qui a un rôle d'expert et d'appui des professionnels libéraux, des professionnels qui exercent en établissements médico-sociaux, selon des modalités qui peuvent un petit peu varier selon les territoires. Mais en tout cas, c'est effectivement des ressources que vous pouvez mobiliser dans le cadre de processus qui sont souvent bien décrits sur les différents sites internet. Donc n'hésitez pas. Peut-être une dernière question en ligne, et je vois qu'on a une question après dans le public. L'imagerie cérébrale est-elle utile en pratique clinique courante, notamment pour le diagnostic différentiel ou pas? C'est une très bonne question. Alors, en pratique, on va surtout, en général, proposer quand même à un moment donné qu'il puisse y avoir une IRM qui puisse avoir été faite quand il y a notamment des signes associés, une épilepsie, des troubles du comportement, etc. Mais en fait, c'est pas alors, à moins d'un problème neurologique, c'est pas l'IRM qui va nous dire si, par exemple, il y a un TSA ou un TDAH. Ça, clairement, on n'avait pas du tout là-dessus. Donc ensuite, il ne faut pas se dire systématiquement toute personne pour laquelle on se pose un diagnostic d'un TSA, et notamment quand c'est une personne sans TDI, on ne va pas systématiquement faire une IRM pour regarder le diagnostic. Après, en fonction de la situation, si la personne, par exemple, a des idées délirantes, etc., on peut être amené, parce que ça fait partie des recommandations dans ce cadre-là, de faire une imagerie cérébrale. Mais du coup, c'est plutôt intéressant. Alors nous, avec notre équipe, on travaille à l'Institut du cerveau sur la recherche en imagerie. On fait un travail sur l'imagerie de la femme, en comparant les femmes avec un TSA, les femmes qui rapportent des signes de TSA, mais pour qui, nous, on n'a pas validé le diagnostic, on n'a pas retenu ce diagnostic au vu de ce qu'on a pu observer, et puis des femmes qui ne se posent pas la question, qui n'ont pas de signes de TSA. Et du coup, on va essayer de voir un petit peu s'il y a des spécificités, effectivement, et notamment pour travailler sur la question du phénotype élargi, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui peuvent présenter des signes dans le spectre élargi sans forcément avoir un TSA. Donc c'est intéressant en recherche pour l'instant, mais en tout cas pas pour le diagnostic entre un trouble du langage et un TSA, etc. On ne va pas faire une IRM dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question dans le public. Merci beaucoup, c'était très très bien. Permettez-moi de vous faire un petit commentaire, une question sur un sujet, éventuellement, c'est pas dans l'ensemble, mais la douleur que vous avez déjà évoquée, c'est une chose très importante. Donc, je me demande si le test antidouleur avec le paracétamol est suffisant, ou éventuellement, il y a derrière un test de l'origine de la douleur, certainement. Sinon, le paracétamol peut couvrir quand même une cause plus importante, plus sévère. D'autre part, pour la douleur qu'on provoque, par exemple, chez le dentiste, là, il y a aussi le fentanyl par voie nasale qui est très efficace et très rapide. Je ne sais pas si vous avez l'expérience, mais juste pour ouvrir une discussion là-dessus. Merci. Merci pour votre question. Effectivement, l'idée, c'est absolument pas de se dire qu'un gramme de paracétamol va résoudre tous les problèmes. C'est plutôt de se dire, déjà, est-ce qu'il y a peut-être une composante douloureuse et est-ce que, quand on a un peu de difficulté pour évaluer les choses, se dire, peut-être déjà, si on est aux urgences, on teste ça pour voir est-ce que ça peut aider un petit peu ou pas. Mais clairement, c'est pas la réponse. C'est pas de se dire, il y a des troubles du comportement, on est aux urgences, on donne un gramme de paracétamol et c'est bon. Et en tout cas, effectivement, si on sait qu'il y a une intervention, par exemple dentaire, etc., clairement, effectivement, on sait que ça peut ne pas suffire et qu'il va falloir d'autres traitements. Après, il va y avoir des gens qui vont avoir d'autres traitements parce qu'on sait, pour le coup, s'il y a une intervention, on sait que ça va être douloureux, quoi. Et donc, du coup, on va pouvoir mettre d'autres choses en place et avec des traitements, mais aussi par exemple, pour les dents, ils mettent de la glace, des choses comme ça. On va pouvoir mettre en place des choses. Et donc, effectivement, j'étais au bloc dentaire il y a pas très longtemps avec les collègues, et effectivement, ils prennent ça très en compte en disant de toute façon il va sortir du bloc, il aura mal, donc on va déjà anticiper ça. Et donc effectivement, je pense que c'est un peu deux choses différentes. C'est prendre en charge la douleur, bien sûr, quand on sait qu'il y a de fait on va avoir une douleur. Et ensuite, plutôt sur le côté, on a des troubles du comportement, on n'arrive pas très bien à évaluer. Et donc déjà, en fait, l'idée aussi, c'est de se dire, pensons à la douleur, quoi. Et évidemment, il faut évidemment faire un bilan somatique à la recherche d'une douleur, et puis voir aussi quelles sont les manifestations de la personne. Si effectivement, il s'attrape la mâchoire, s'il se tape la tête contre le mur, des choses comme ça va nous alerter aussi sur l'origine de la douleur.
ou sur le fait qu'il y ait ou non une douleur. On prend une dernière question et après on passera à la séquence suivante pour éviter de trop déborder sur le programme. Bonjour, merci pour ce propos très, très juste et très clair. Merci pour ce que vous faites à la Salpêtrière, c'est vraiment un super accompagnement. Moi j'ai une question sur un profil un peu démographique. Vous disiez que le focal il s'est décalé sur l'autisme d'une pathologie très infantile à quelque chose aujourd'hui qui touche des adultes. Moi je le regarde de mon prisme plutôt personne âgée. Est-ce qu'on imagine que d'ici 10 ou 20 ans ou même 5 ans, on soit face à un public présentant des troubles du spectre autistique, âgés, 60, 70, 80, en interaction avec des démences? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Est-ce qu'il y a des structures qui se préparent à ça? On voit beaucoup en EHPAD de la question du trouble psychiatrique qui secoue un peu tout le monde. Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'autisme, il y a en tout cas au moins cette idée que ça peut arriver et des structures qui s'y préparent? Merci. Merci pour cette très bonne question et vous avez raison, et c'est même pas dans 5 ou 10 ans, c'est maintenant. Ça commence à arriver. C'est vrai que moi, il y a 5 ans, j'avais pas de demande de ce type et maintenant, clairement, j'ai des demandes de gérontopsychiatres, de gériatres sur la question de l'autisme, aussi des autres troubles du neurodéveloppement, avec par exemple la question du TDAH. C'est pas toujours évident si le diagnostic n'était pas fait et chez une personne qui va commencer à avoir des déficits attentionnels et on ne sait pas si c'était avant ou voilà. Mais sur la question du TSA et notamment du TSA avec TDI, effectivement, on est sur des profils de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Forcément, les personnes âgées actuelles, elles n'ont clairement pas eu de diagnostic. Et c'est un vrai sujet. Il y a des équipes qui s'y préparent. Moi, je coordonne un DU, trouble du neurodéveloppement adulte, et on parle de cette question. C'est le docteur Samuel Bulto qui est à Nantes, qui a travaillé sur cette question. Je sais qu'on a une collègue à Montpellier aussi qui travaille sur cette question. Il y a donc effectivement des gérontopsychiatres qui commencent à s'y intéresser sérieusement. Moi, j'avoue que c'est dans un sujet que j'ai d'intérêt. J'ai eu plusieurs collègues gérontopsychiatres qui m'ont sollicité par rapport à ça. C'est pas forcément évident parce qu'après on se retrouve dans l'idée, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui aient la double expertise, et il faut beaucoup de double expertise. Par exemple, dans mon unité, il y a quelqu'un qui est addictologue et a une formation de TND, du coup c'est important aussi, mais du coup il faudrait qu'on ait des jeunes qui soient gériatres et sur TND, et effectivement j'en profite qu'il y ait Pierre Fesneau ici pour parler de la possibilité de FST, qui serait une super idée que vous portez, que je trouve assez géniale, pour se dire effectivement il pourrait y avoir des gériatres qui puissent être formés au TND, et qu'on ait évidemment pas tout le monde, mais qu'on ait quelques gériatres, gérontopsychiatres qui soient sur cette thématique. Et clairement, ça va être des choses, je pense, qui vont arriver. Et c'est important parce qu'effectivement, il ne faut pas arrêter la prise en charge. Moi, je me rappelle avoir fait un bilan il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, 4 ans, chez un homme de 65 ans, avec les parents qui sont venus, qui étaient là et qui ont fait, on a fait l'ADI, et c'était assez émouvant en fait qu'ils puissent parler de toute cette vie jusqu'à 65 ans avant d'avoir un diagnostic. D'ailleurs, le psychiatre n'était pas content parce que j'ai posé un diagnostic de TSA et j'ai demandé à ce que on diminue les traitements neuroleptiques qu'il avait, qui étaient assez lourds, et il m'a écrit que c'était trop risqué ce que je faisais et qu'il allait se mettre à délirer parce que, en se disant, puisque c'est une psychose infantile, et donc il y avait cette idée de psychose infantile, et que du coup qu'on avait peur de l'arrêter. Mais alors après, la grande question qu'on a chez les personnes âgées aussi, c'est que souvent ça va être des gens qui ont eu des psychotropes depuis très longtemps. Et en fait, moi je me pose la question dès que j'ai des gens d'ailleurs vers à peu près 40-50 ans et qui ont des psychotropes depuis l'enfance, des gens qui sont sous aldol depuis 30-40 ans tous les jours. En fait, on a envie de l'arrêter, et en même temps, il faut y aller hyper progressivement, parce que c'est vraiment, je pense, la problématique qu'on va avoir, c'est on sait que c'était pas ça qu'il fallait faire, et sauf que ça fait des décennies qu'ils ont ce traitement-là, et moi ça me fait toujours mal au cœur de les voir avec ces traitements-là, et moi je propose toujours qu'on essaye de diminuer, mais vraiment il faut y aller au milligramme près, voire en fonction de la molécule encore plus petit, quoi. Et voilà, donc ça, je pense que ça va être un grand enjeu, et puis effectivement l'adaptation dans les EHPAD, c'est vrai que ça serait bien qu'il puisse y avoir des adaptations qui soient faites pour les personnes autistes, et je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent en tout cas. Je pense effectivement, vous avez raison, dans 5-10 ans, ça sera un sujet dont on parlera bien plus, et tant mieux. Merci beaucoup Hélène pour cette séquence Merci, très intéressante.